Moi, après, si tu veux, tu peux commencer. Bienvenue à toutes et à tous sur le Brap Show en partenariat avec MGT Design et MGT Design Racewear. C'est l'épisode 63 et comme d'habitude, je suis accompagné de Mr. Brap et on va parler du Supercross de Glendale, cinquième épreuve du championnat américain de Supercross. Et je vous préviens tout de suite, si vous êtes fan de Christian Craig, c'est le moment de changer de vidéo. Parce que là, je suis en colère. Non mais franchement, on va y aller direct. Qu'est-ce qu'il a foutu là? Il tombe tout seul au départ, il nous ruine la plaque rouge, il nous ruine la tête du championnat. Il tombe, alors peut-être qu'il se fait un peu toucher et tout, mais franchement, de la vue du drone, on dirait qu'il tombe tout seul. Donc là, il faut qu'il arrête, quoi. Et après, il a le toupet de mettre sur sa story Instagram qu'il est déjà en train de tomber quand il percute le 3 et que c'est loin d'être un take-out. Mais mon gars, fait exprès ou pas fait exprès, tu l'as take-out en fait. Et on aurait préféré que tu le fasses pas. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai vu justement la réponse de Craig. Il a pris un peu personnellement, je pense, sa réponse. Il a dû voir son interview d'après-course. Il a Itomac et il a dû le prendre personnellement pour en faire une story derrière. Et effectivement, après, en réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, il a peut-être juste dit, bah, je me suis fait sortir, mais pas forcément intentionnellement, en fait. Thomas, quand il le dit, il a dit, je me suis fait, voilà, j'ai pris une moto et je suis tombé. Mais tu peux aussi l'interpréter. Mais c'est vrai qu'a priori, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, il dit qu'en gros, Craig, il allait le découper. Alors que, bah, effectivement, Craig, il tombe tout seul, il glisse. Malheureusement, sa moto va percuter celle de Thomas. Et voilà, c'est un peu un concours de circonstances. Mais à aucun moment, Craig a voulu balayer Thomas sur son passage. Et c'est vrai que dès que je l'ai entendu la première fois, je me suis dit, ouais, Thomas, je pense qu'il faut que tu regardes la vidéo parce que c'est mauvaise interprétation. Et en fin de compte, après réflexion, je me suis dit, mais en fait, bah, ce sont les faits. Il s'est fait balayer par la moto de Craig. Mais forcément, quand il le disait en fait dans son interview, ça ne veut pas forcément dire que il l'a fait exprès. Donc, ouais, j'étais dégoûté quand même pour lui, surtout que j'ai eu peur qu'il soit blessé quand il met du temps à se relever, tu vois, contrairement à ce que je disais la semaine dernière. Si c'est la semaine dernière qu'il prend par l'avant ou ouais, la Ouais. semaine dernière, que tu le vois se relever vite et que le gars est en mission pour le titre et que du coup il se met vraiment dans les dispositions, même après un gros crash, pour remonter, sauver des points, etc. Là, c'était pas trop le cas. Donc là, je me suis dit, waouh, là, il s'est peut-être fait mal quelque part. Et en fin de compte, après quelques tours, il était quand même longtemps en dernière position. Et après, tu le revois quand même, quand tu le vois à l'écran, tu le vois attaquer. Donc c'est là que je me suis dit, bon, finalement, ça a l'air peut-être d'aller. Il s'est peut-être remis en marche. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, lui, dans son interview, que ça lui a mis un petit peu de temps avant de se remettre dans le bain et d'être chaud pour pouvoir remonter jusqu'à la 12e place quand même. Ouais, il dit, mais quand il parle, effectivement, au moment du dans son interview, quand il parle de la chute et qu'il parle de Craig, je pense que à ce moment-là, il dit en plus, juste après, il dit, je sais pas ce qui lui est arrivé, s'il s'est fait percuter, pousser ou quoi, mais tu sens que il a les nerfs contre Craig en fait. Il est en mode, c'est de ta faute si j'en suis là. Après, il commence quand même en disant qu'il s'est mis dans une mauvaise position en prenant un départ de merde. Mais qu'ensuite, à partir de là, genre, Craig l'a foutu par terre. Et il cherche même pas à débattre est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès. C'est genre, Craig m'a foutu par terre et j'ai les boules. Clairement, oui, Craig, il l'a pas fait exprès. Après, moi, je dis toujours, t'as pas fait exprès, c'est bien, mais fais exprès de pas le faire. C'est encore mieux. Après, ouais, il a fait peur, Thomas, parce qu'il est quand même. Il est reparti 15 secondes après Craig. Là, je regarde les chronos au premier passage sur la ligne d'arrivée. Et ça, il m'a foutu les boules quand même, Thomas, parce que j'ai envie de dire que s'il y a tout qui bouge, bah lève-toi, vas-y, et puis si t'as mal, tu vas vite t'en rendre compte, tu vois. Et genre, repars et pose-toi la question après, limite. Que, oh, est-ce que ça va et tout. Bon, bah, je vais essayer de rouler, je vais enrouler le premier enchaînement. Bon, ça a l'air d'aller, je vais faire un tour pour voir. Bon, un tour, ça va. Bah, allez, j'en fais un deuxième. Bon, bah, allez, je vais faire la course, on va voir combien je finis, quoi. C'est. Gros, tu veux le gagner le championnat ou tu veux pas le gagner, là? Ouais, mais il y a certains moments quand même, pour avoir expérimenté, pris quelques chutes, tu sais, quand tu te prends ne serait-ce qu'une béquille, tu sais, un peu ce coup-là justement sur le muscle qui fait très mal sur le moment et où tu te dis justement, mais là je peux pas repartir, pas c'est cassé, tu vois, mais genre ça me fait trop mal Hmm. pour actionner, etc. Et moi, bah, ça me l'a fait quand je suis tombé au boulot, là, que je prends un par l'avant et que je tombe en plein sur le dos. Pareil sur la cuisse, grosse douleur. Bon, au final, j'étais quand même amoché avec des côtes cassées et une déchirure sur le quadriceps. Mais sur le moment, je me suis De mis sur le. grade 2, non? Ouais.
2 sur 4. Donc c'était sérieux quand même. Du coup, je me Donc suis c'est pas mis. juste une béquille non plus, en fait. Non, non, voilà, là, pour le coup, voilà, j'avais été amoché, mais je me suis mis sur le côté et j'aurais jamais pensé repartir du tout. Là, j'avais vraiment trop mal. Et puis, j'ai longuement aussi remis toute ma vie en question. Je me suis dit, retomber sur le dos comme ça. J'ai eu peur quand même de me faire gravement mal au dos, quoi. Et au final, au bout de peut-être, je sais pas, 5 minutes, peut-être que ça m'a pris. Je me suis dit, allez, c'est bon, je peux me relever. Au final, c'est pas si terrible que ça, tu vois. Ouais, J'ai pas encore 5 mal, minutes, mais t'avais pas pris 2 tours quand tu t'es relevé, si? ouais, non, c'est vrai que j'exagère un petit peu du coup parce que je suis reparti peut-être. Phénomène de dilatation temporelle. Ouais, enfin après, j'étais premier avec 12 secondes d'avance et je suis reparti aux alentours de la 20e Écoutez place. un peu Mister Brab quand même. Premier avec 12 secondes d'avance, il repart avec une déchirure musculaire de grade 2 sur 4, hein. Vous vous rendez compte de qui on a sur le podcast, les gars? Avec 2 côtes fracturées, dont une déplacée. Et non, du coup, je me relève, je repars putain, entre 15 et 20 et je remonte 12 quelques places. Mais Comme j'avais. Ouais, j'avais. Tomac. j'a- Tu vois, peut-être que je devrais m'inscrire, moi. Non, mais en tout cas, c'est sur le moment, je pensais vraiment pas. Je te dis, j'étais en train de me dire, ah, c'est bon, j'arrête la moto. Au moment où je suis tombé, que je me suis mis sur le côté, je m'étais vraiment fait mal. Et puis après, voilà, je sais pas, ça. Je sais pas si c'est l'adrénaline, du coup, si l'adrénaline revient après ça et tout, mais au final, j'ai pu me relever et repartir dans le mal. Et je pense que c'est peut-être un peu ce qui s'est passé aussi pour lui. Tu vois, il a peut-être pris un coup, un endroit, un peu comme les béquilles. Je trouve que la béquille, on a tous déjà pris, même sans faire de la moto. Et tu sens qu'à ce moment-là, ah ouais, là, c'est vraiment douloureux. Tu boites de ouf. Et après, ça revient un petit peu, surtout quand tu arrives à justement à être chaud, à réchauffer un peu les muscles. Tu arrives à repartir et à te remettre à fond. Et on l'a vu, ouais, effectivement, ça lui a mis quelques tours avant de se mettre dedans. Mais après, tu le revoyais à l'attaque quand même, comme on a l'habitude de le voir. Ouais. Non, mais c'est vrai que ouais, moi aussi, il m'a fait très très peur quand même à mettre du temps à se relever comme ça là. Mais c'est chiant quoi, parce que ça fait 3 courses de suite qu'il perd là, comme ça. Bon, Anaheim 2, il a été battu tout court, hein. Il était pas super bien parti et puis il a pas fait des bons choix sur la piste, il a été battu. Mais la semaine dernière, il se fout par terre, grosse cabane, alors qu'il était quand même parmi les top pilotes de la soirée. Encore une fois, là, à Glendale, il était deuxième à 9 millièmes de Prado aux essais chrono. Il gagne sa hit les doigts dans le nez. Et là, voilà, dès le premier virage de la finale, c'est finale terminée presque. Enfin, t'es sûr que tu la gagneras pas. Donc ça fout les boules. Puis maintenant, il faut absolument gagner la semaine prochaine à Seattle pour maintenir la statistique de 50% de victoire sur la KTM. Parce que jusque-là, on était à 50%, même en prenant en compte le World Supercross quand même. Ouais, bah effectivement, là, il va falloir se réveiller parce que bah, ça fait quand même des points de perdus et on a à côté de ça des gars qui sont réguliers, notamment du coup Hunter Lawrence, quatrième, deuxième place d'affilée. Donc c'est très régulier et ça marque des points puisque ça récupère la plaque rouge. Donc effectivement, il va pas falloir après que justement on en parlait quelques podcasts précédents quand on disait justement que bah, fallait être régulier et que même pour un Sexton qui était loin ou pour un Cooper Webb qui était un peu loin au niveau des points, qu'un Tomac, même si là il était très fort justement, qu'il allait forcément connaître au moins une ou deux courses justement où il va être loin derrière, marquer peu de points. Et il y en a déjà une qui est arrivée là. Il faut pas que ça se reproduise trop souvent. Effectivement, ça fait quand même 2 week-ends de suite avec une chute qui lui coûte des points. Donc, faut pas prendre trop de jokers. C'est clair. Bon, on va parler un petit peu du vainqueur quand même, Ken Roczen, qui gagne une nouvelle fois à Glendale. Lui aussi, c'est quand même une piste où il a eu beaucoup de succès. De manière générale, de toute façon, les pistes hardpack, les terrains durs, c'est quand même quelque chose où Roczen est quand même très fort. Dès que tu peux être un peu plus libre sur la piste et moins dans un rail, généralement, il s'en sort quand même mieux. Puis il a une très bonne gestion des gaz. Et donc, ça y est, il a gagné encore sa course annuelle sur la Suzuki. Ça fait depuis qu'il est sur Suzuki, de retour sur Suzuki, qu'il en gagne une par an. Est-ce que cette année, il va nous en gagner une deuxième? Ouais, je pense qu'il y a moyen quand même. Je le vois bien en gagner une deuxième, peut-être même plus que deux. Je le trouve bon quand même depuis le début de saison et je trouve que contrairement aux autres saisons, je sais pas si c'est pas un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que ça a quand même perduré sur la durée de la saison. Donc, ouais, j'ai hâte d'être quelques rounds plus loin pour voir si Ken Roczen est capable justement de tenir la distance, de continuer à être performant sur des podiums et pourquoi pas en regagner.
Ouais, je suis d'accord. Je trouve aussi que cette année, Roxane, c'est vraiment plus solide. Et disons que cette victoire, c'est pas un simple concours de circonstances. Il était vraiment. Déjà, il a mis une demi-seconde à tout le monde sur le meilleur tour sur la finale. Après, oui, Thomas est tombé au départ, Sexton n'est pas bien parti, et de toute façon, on va y venir, mais Sexton a l'air vraiment pas à l'aise en ce moment sur sa moto. Mais de toute façon, même si Thomas qui partait dans la roue de Roxen, je sais pas si sur cette finale-là, il le bat, parce que, enfin voilà, Thomas qu'il a eu l'opportunité de faire des tours clairs, peut-être que sa moto était un peu endommagée, peut-être qu'il avait quand même mal, peu importe. Roxen, il a mis quand même une demi-seconde à Hunter Lawrence qui était déjà lui-même très bon. Et ouais, là, il a clairement gagné cette course. Je ne serais pas surpris de le voir en gagner d'autres. Et je pense qu'en fait, tout ce qu'il lui fallait depuis qu'il est revenu sur Suzuki, c'est les jantes noires comme en 2016 pour être le Roxen de 2016 en fait. Ah, je me suis fait la réflexion en plus là aussi que bah, déjà elle était très jolie cette Suzuki et qu'il avait les jantes noires et je me suis dit ah ouais c'est vrai elle a pas les jantes dorées sa Suzuki et donc les années précédentes elles étaient dorées. Ouais, les années Ouais, précédentes, elles étaient dorées. Mm. Ouais, mais non c'est stylé aussi jantes noires. Voilà, donc si vous voulez une moto stylée comme celle de Ken Roxen, bah, il y a qu'à suivre le bonnet de Mister Brap, c'est MGT Design sur Instagram, @mgtdesign-mx. Et vous voyez, la Suzuki de Roxen, elle est MGT Design approuve. Et maintenant, si vous aussi, vous voulez une moto aussi belle ou encore plus, ben, il y a qu'à les contacter sur Instagram et ils vont vous régaler avec des prix en plus ultra compétitifs. Qu'est-ce qu'on fait on parle un petit peu d'Hunter Lawrence ou de toute façon on a déjà tout dit parce qu'il est hyper régulier, c'est hyper solide, il n'y a rien qui dépasse. Et puis bon, il a dit qu'il se sentait un petit peu plat et il s'est pas senti incroyable, mais il s'est pas senti particulièrement mal non plus et ça fait 2. Et comme tu as dit, hein, 4 fois 2 de suite, la plaque rouge. Pour l'instant, il a toujours pas gagné de finale, mais c'est clairement un prétendant au titre. Je pense que je le mets toujours un petit peu plus devant Roxen parce qu'il est plus solide. Après, il va forcément avoir une mauvaise course lui aussi qui va arriver. Tu peux pas faire 17 fois 2. Déjà, de toute façon, la première, il a fait 4, mais il va pas faire 4 et puis 16 fois 2 de suite, c'est certain. Il va gagner probablement une ou plusieurs courses. Mais ouais, c'est. Est-ce que, est-ce que avec les 2 dernières semaines et les déboires de Tomac, plus, encore une fois, on va développer un petit peu plus sur Sexton, mais ce qu'on a vu de Sexton, est-ce que tu mettrais Hunter en favori numéro 1 maintenant pour le titre, du fait qu'il a la plaque rouge? Non quand même pas parce qu'effectivement justement il récupère la plaque rouge parce qu'il est régulier mais comme on l'a dit ils vont tous connaître au minimum une course quand même avec une chute et enfin un peu plus qu'une chute quoi tu vois justement où ils vont repartir loin et où ils vont pas scorer beaucoup de points et jusque là je pense que ce qui lui fait avoir la plaque rouge c'est justement sa régularité ses deuxièmes places mais ça va pas rester deuxième toute la saison enfin j'imagine pas justement Hunter Lawrence faire justement des deuxièmes places tout au long de la saison sur les derniers rounds même si tu lui en enlèves un ou deux sur contre-perf je le vois pas trop. Donc non, je le mettrai quand même pas favori numéro un parce que pour moi, il en manque quand même un petit peu. Et tu vois, un Ken Roxen, justement, après là, du coup, s'il se sentait pas à l'aise, il se sentait pas à l'aise. Mais ça manque un peu de combativité aussi pour Hunter, là, d'essayer de se battre quand même, tu vois, même si tu es un peu moins rapide, essayer. Là, je l'ai pas vu trop essayer. Après, effectivement, si c'est un jour où il est pas à l'aise, bah, il a sauvé plus que les meubles en fin de compte. Il fait une deuxième place, il finit devant Cooper Webb, Prado, Savacci, Sexton, Plessinger, là, j'ai sous les yeux. Donc, il est devant tous ces gars-là sur un mauvais jour. C'est plus qu'une bonne performance. Donc, non, quand même pas favori numéro un, mais c'est sûr que ça va être costaud. Et là, je pense jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que ce serait pas le nouveau Ryan Dungey quand même, Hunter Lawrence? Ouais, un petit peu. Après, il manque quand même quelques victoires du coup. On va pas parler trop vite, mais pour l'instant, ça manque un peu de victoires pour vraiment se dire bah, c'est le nouveau Dungey. Mais effectivement, c'est un peu le style, hein. Ouais, 4 deuxièmes places de suite. Je me rappelle, Dungey, c'était, je sais plus, je crois que c'était entre 2016 et 2017 où il avait fait je crois, presque une trentaine de podiums de suite, parce que c'était genre depuis la troisième de 2016 jusqu'à la 15e de 2017, il avait été sur le podium, ou c'est peut-être que je confonds et c'était le top 5, mais il me semble que c'était que des podiums tout le long, quoi. Dungey, toujours à essayer de gagner quand c'est possible, mais jamais à jeter un podium par la fenêtre en forçant trop, quoi. Ouais, pas comme un Sexton quoi, qui sur une triple crown l'année dernière veut aller gagner, se fout par terre et perd la victoire. Après, je crois qu'il était quand même sur le podium, mais non, effectivement, oui, c'est. Et puis,
à son image un peu quand même, rien d'exceptionnel non plus, tu vois, dans le pilotage, tu te dis pas waouh, quand même incroyable et tout. Mais en fin de compte, bah, ça marque des gros points et derrière, Dungey, bah, c'est des titres quand même. Donc effectivement, si, et c'est vrai que là, il s'apparente un peu à un Dungey dans sa façon de faire. Donc il manque plus que quelques victoires et effectivement, ce sera le nouveau Dungey. Ouais. Bon, parlons tout de suite, on viendra à Cooper Webb un petit peu après, mais on va parler de ton Chase Sexton là. Qu'est-ce qui se passe avec Chase Sexton? Je comprends pas. Même, enfin, au CC, on l'a encore vu se mettre un petit peu court à la fin de l'enchaînement et tomber du coup dans le virage juste après. Et je trouve qu'on voit des petites erreurs, mais que normalement jamais Chase Sexton il fait. Tu vois, genre, il est connu pour faire des erreurs, perdre l'avant et tout, mais là, des fois, il y a des petits trucs. Tu te dis, oh là là, quoi. Que ce soit aux essais ou en hit, c'est vraiment, il a l'air pas à l'aise. Et en fait, le truc que je comprends pas, c'est que il a quand même si il a ensuite plafonné, il a été fabuleux à San Diego en tapant la grille et en revenant 8 en 2 tours. Donc il y avait une vitesse quand même phénoménale. Ensuite, depuis, ça cherche un peu parce que à Anaheim 2, il gagne, mais il n'était pas plus impressionnant à Anaheim 2 qu'à San Diego. Je dirais même qu'il l'était un petit peu moins. Euh, à Houston, la semaine dernière, au Triple Crown, bah, il a galéré. Et là encore, ce week-end, il galère. À un moment donné, remet le réglage de San Diego. Et toi, en fait, roule avec ça, même si c'est un réglage qui va avoir des défauts. Tu as vu que tu peux faire des trucs vachement bien avec. Habitue-toi à ça et apprends toi-même avec le pilotage à compenser un petit peu les faiblesses et créer en fait cette équipe entre toi et la moto qui va vraiment fonctionner. Parce que j'ai l'impression que toutes les semaines, en plus ils le disent, toutes les semaines ils font du testing. Alors ils disent tout le temps on fait pas des gros changements, mais on teste des trucs et tout. Mais du coup, il arrive avec zéro confiance parce qu'il est en mode bon, on va voir ce que la moto elle donne. C'est obligé qu'il ait ça un minimum, même s'il est pas. Enfin, si, dans sa tête, c'est obligé qu'il y ait une partie de lui qui dit on va voir ce que la moto elle donne et qui est tout le temps dans l'analyse en fait. Il est pas dans la connaissance de sa moto, il est dans l'analyse du coup de sa moto quand il roule. Il est en train de remarquer des trucs et tout. Alors que même si c'est pas la moto parfaite, s'il la connaît, il est pas surpris. Il est pas en train de se dire ah là qu'est-ce que ça va faire et tout parce que je me suis jamais mis un petit peu long dans un enchaînement sur une terre comme ça ou quoi avec un virage à plat ou tu vois, des trucs comme ça. S'il connaît sa moto, même si elle est pas parfaite, il serait plus performant. Et clairement, la moto de San Diego, elle était bien. Donc là, je comprends pas comment il peut en être là. Et je trouve, pour terminer et te laisser la parole, je trouve que à chaque tour qu'il fait, il donne un peu plus raison à Prado. Euh, un grand savant disait c'est pas la moto qui fait le pilote. Alors, j'ai pas son nom, je pourrais pas vous le citer, mais je pense que non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il s'entête à chercher justement la moto parfaite et ce sera jamais le cas parce que bah, tu as toujours une piste. Enfin, déjà, tu peux pas anticiper comment elle va se détériorer, comment ça va se passer, quel trou il va y avoir à tel freinage. Donc, tu ne pourras jamais avoir la moto parfaite dans tous les virages, dans toutes les lignes droites, dans tous les enchaînements, dans tous les whoops. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut peut-être se prendre une base, rester sur celle-ci et toi, t'adapter, tu vois. Et en plus, moi, je suis beaucoup plus de cette école-là. Enfin, je suis celui qui, après, à mon niveau amateur de pilote du dimanche matin, ne touche à aucun réglage et part du principe que, bah, tiens, ça se passe pas bien dans ce virage-là. Comment je pourrais, moi, m'adapter pour que ça se passe mieux, tu vois. Et je pense que même à son niveau, Sexton, bah, il devrait peut-être un peu plus prendre de ça, même si, justement, on est sur des niveaux qui sont bah, très élevés, où ça se joue sur des détails, où la technique d'un virage à gauche, un virage à droite avec une ornière, ils en ont fait des millions de fois et ils savent très bien comment le prendre. Je pense qu'il a quand même besoin, à un moment donné, de rester sur sa base de moto et plus se remettre lui en question, lui revoir comment il pourrait techniquement être meilleur sur tel enchaînement, tel virage, pour élever son niveau et s'adapter à une difficulté qu'il a, plutôt que de chercher, j'ai l'impression, de mon œil extérieur, des retours que j'entends, etc., de ce que je vois, qui cherche justement à améliorer la moto et pas spécialement à s'améliorer lui. Donc il remet vachement en question la moto et les réglages pour pouvoir la rendre meilleure dans certaines portions, plutôt que de se rendre lui meilleur. Et je pense que s'il arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'avant ça, justement, il s'est beaucoup remis lui en question. Et je pense que c'est pas parce que tu commences à gagner que ça y est, c'est la moto maintenant, c'est que je suis capable de gagner. Donc moi, en termes de pilote, ça y est, je suis au top niveau. Et donc si je ne gagne pas, c'est forcément la moto. Non, tu vois, je pense qu'on n'a pas fini de progresser. Et même si on se rapproche de la perfection avec un Jet Lawrence, par exemple, avec lui aussi, qui a une très bonne technique sur une moto,
on ne l'atteindra jamais. On peut s'en rapprocher, mais on ne l'atteindra jamais. Donc, il y aura toujours des petites adaptations, des petits positionnements, des petits coups de gaz, un rapport ou quelque chose à modifier dans ta technique de pilotage pour pouvoir être à l'aise et être efficace dans des portions sur lesquelles tu es moins à l'aise. Effectivement, je pense qu'une des forces aussi de Ken Roczen, il disait qu'il avait quasiment rien touché à la moto. Et c'est ce qui fait que bah, c'est pareil, c'est régulier dans les résultats, peu importe. Donc il y a des fois où effectivement il va mettre, tu disais combien, une demi-seconde à tout le monde. Enfin déjà au deuxième en tout cas en termes de chrono. Roxane, ouais. Ouais. Donc il y a des moments où il mettra une demi-seconde à tout le monde et qui gagnera. Et d'autres où il mettra pas une demi-seconde, mais où il finira troisième. Et je pense que Sexton, lui, dans sa tête, c'est bah, je veux gagner, et donc je vais essayer de régler la moto pour pouvoir gagner. Mais il faut accepter que non, bah, tu ne gagneras pas les 17. Mais ce qui est important, c'est que bah, avec une bonne base, tu gagnes quand tu es suffisamment à l'aise, que la moto est parfaite selon toi pour la piste, et que le week-end suivant, quand la moto n'est pas parfaite, et ben, ce sera peut-être une deuxième, une troisième ou une quatrième place, tu vois. Mais une quatrième place, bah, c'est mieux qu'une huitième place en changeant de setting une heure avant le programme du soir. Donc effectivement, je pense que Sexton a besoin d'une remise en question de lui. Et non mais en fait, plus qu'une remise arrêter de remettre en question la moto surtout. De prendre effectivement la base avec celle avec laquelle tu as gagné ou celle avec laquelle tu t'es senti le plus à l'aise. Peut-être c'est San Diego justement en partant dernier. Et que tu restes sur cette base-là. Et effectivement, il y a peut-être des courses où tu te sentiras pas de mettre une seconde à tout le monde et de gagner haut la main. Tu feras peut-être juste podium. Et d'autres où effectivement tu gagneras. Et dans ces cas-là, enfin, c'est comme ça que tu finiras avec la plaque rouge. Que là, il part dans des directions. Au final, il semble encore moins à l'aise. Et c'est des contre-perfs. Ouais, je veux rebondir sur deux choses que tu as dit du coup à propos de Sexton. Déjà, vis-à-vis de c'est pas la moto qui fait le pilote, parce que en attendant que tu te connectes, je lisais justement le dernier post de DV où il parle de Bercy 2006 où il redescend après sa pire saison aux US, enfin en SX US, il redescend en 250 pour faire Bercy, où il casse le moteur le vendredi soir, du coup il roule avec le moteur d'entraînement de Pierre-Alexandre Renet le samedi et le dimanche, et il bat Josh Grant qui a gagné des courses en SX US 250 cette année-là, et Chris Pourcel qui lui était champion du monde 250, enfin MX2 à l'époque. Et clairement, DV, il n'avait pas la meilleure moto du plateau, du coup, parce qu'en plus, il te dit que Grant, il était venu avec sa Honda Factory, c'était la Honda Geico à l'époque, a priori. Donc, ouais, il n'avait pas la meilleure moto, mais voilà, en roulant bien et en t'adaptant, tu t'en sors. Et justement, Stewart, il est passé sur le Pulp MX Show la semaine dernière, et il disait que quand il regarde quand il regarde Sexton, Je veux pas savoir ce que regarde notre ami Stewart. T'as vu, j'ai une belle image de lui, j'ai pas trop envie de m'imaginer d'autres choses. quand il regarde Sexton et qu'il l'analyse, il a l'impression que Sexton il veut rouler sur la Kawa comme il faisait sur sa Honda et sur sa KT, sauf que ça marche pas et que bah, tout simplement par exemple avec la Kawa il faudrait qu'il longe plus d'extérieur par exemple, que il va moins pouvoir virer serré ou des trucs comme ça, que lui en tout cas de ce qu'il voit sa Kawasaki elle est pas bien réglée pour faire des choses comme ça. Et ça rejoint ce que tu disais, où il faut vraiment s'adapter. Et la moto, c'est ce que tu as. Et un petit peu arrêter d'essayer de la combattre et vraiment faire corps avec elle. Et comme tu disais aussi, toi, quand il y a un endroit qui te dérange sur la piste, tu essaies de trouver des solutions. Et moi, le premier truc que je me suis dit, c'est, tu vois, genre, si je vais dans un endroit et que 2 tours de suite, je me prends un coup de raquette parce qu'il y a un trou et qu'il me fait mal, ben, le tour d'après, je l'évite le trou. Je vais prendre l'extérieur ou quoi. Et bon, après, je m'en fous. Je suis lent déjà de base, donc c'est pas parce que je serai plus lent d'une demi-seconde dans un virage que ça va me changer quelque chose. Mais oui, clairement, si je suis pas à l'aise, bah, j'essaie toujours de trouver un peu la solution de facilité sur la piste, déjà en essayant de changer de trajectoire. Et, et Sexton, je dis pas qu'il change jamais de trajectoire, mais c'est vrai que il a pas l'air d'avoir cette philosophie de s'adapter lui aux conditions, ouais, enfin clairement aux conditions de la piste, parce que le nombre de fois où on dit il roule sans faire attention à la piste et ça se voit, et ni essayer de s'adapter à sa moto. Et oui, et comme je disais en plus, vraiment connaître sa moto, comme tu disais pour Roxane, c'est arriver aux courses serein, tu sais ce qui va se passer. Savachi, c'est la même chose. Savachi, il roule super bien cette année, et il disait il a pas touché à sa moto depuis l'année dernière, et il dit elle n'est pas parfaite, elle a des défauts, mais je les connais les défauts. Et du coup, je sais à chaque fois ce qu'elle va faire, et ça fait que j'arrive et je suis jamais surpris, et je sais m'adapter aussi, du coup, tout simplement. C'est difficile de s'adapter à quelque chose que tu connais pas. Non, mais c'est sûr. Et puis, enfin, après, je rejoins un peu le. Je pense qu'il faut être capable de trouver un réglage qui te permet
quand même de rouler de la façon dont tu as l'habitude de faire. Tu vois, il va pas se réinventer non plus, comme on en parlait pour un Thomas qui roule avec la fourche avant molle. Il va pas se réinventer. Il a appris pendant des années toute une technique de pilotage en roulant avec une fourche qui est molle et qui va te changer l'assiette de la moto. Donc il peut pas se réinventer et d'un seul coup rouler avec une fourche haute, longer les extérieurs ou au contraire faire des tout petits virages. Donc je pense qu'il faut qu'il retrouve ça, mais effectivement, ça va peut-être être s'adapter comment je vais faire sur une Kawa qui peut-être réagit différemment d'une KT ou d'une Honda pour faire ce petit virage. Je dis une bêtise, tu vois, peut-être qu'il faut que je prenne un peu plus l'embrayage. À l'inverse, peut-être qu'il faut que je descende un rapport et que j'avais pas l'habitude de le descendre, tu vois, sans forcément après changer directement la balance de la moto et d'essayer de faire de la Kawa une Honda, de la Kawa une KTM, etc. Mais ouais, Sexton, je pense qu'il cherche sans arrêt à avoir la meilleure moto et que de toute façon, tu pourras pas l'avoir sur l'entièreté du terrain. Donc, habitue-toi plutôt et toi, compense avec justement ta technique, avec ton pilotage pour pouvoir peaufiner ces détails et accepter de perdre un peu de temps peut-être à certains endroits, mais pour sur le tour global en gagner parce qu'en fin de compte vaut mieux perdre un petit peu de temps dans un quart de tour parce que t'es pas à l'aise et que la moto elle te semble pas très bien réglée plutôt que de faire un changement justement changer complètement de setting de fourche etc et qu'au final ce soit une catastrophe dans les whoops ou que ce soit une catastrophe partout ailleurs. Donc accepte de perdre un petit peu à certains endroits parce que au final je pense que sinon il va passer sa saison à faire ça, à chercher et sans jamais trouver parce que la moto parfaite. Encore une fois, je pense pas que Jet Lawrence, souvent justement, DV qui fait ses analyses, dit que c'est pour lui la moto la mieux réglée de ce qu'il voit. Mais je pense qu'un Jet Lawrence aussi, tu le vois dans sa position, justement, dans son style de pilotage, que tu peux même le mettre sur une moto catastrophique, qui sera capable de compenser avec ses positions, avec sa façon de rouler, sa technique de pilotage. C'est Et ce je que le pense, père de Jet a souvent mentionné, les fois où il trouvait pas les bons réglages chez HRC. Et tu voyais surtout un gros écart, du coup, un plus gros écart de résultats entre Jet et Hunter. Et il disait, Jet, il est tellement bon qu'il arrive plus facilement, beaucoup plus facilement à s'adapter. Tu le laisses 15 minutes avec une moto pourrie et il va trouver comment s'adapter et faire en fonction. Là où Hunter, ça lui prend plus de temps. Mais oui, exactement. Jet, il s'adapte. Ouais. c'est ça. Toi, si tu es le team manager de Kawasaki là, et que tu vois Prado qui finit 5 pendant que Sexton finit 7, tu flippes un petit peu que les patrons au Japon ils t'appellent et qu'ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais surtout, le pire, c'est son post Instagram, je crois. Parce qu'après, je sais pas si j'ai été influencé par les gens qui l'ont repris et qui ont dit ah bah dis donc, et si Prado disait la vérité, machin, tu vois, qui se sont réjouis de son post où il dit septième à Glendale. J'ai essayé de rouler du mieux que j'ai pu, même si c'est pas là que j'ai envie d'être ou un truc comme ça, tu vois. Donc, qu'il laissait sous-entendre j'ai fait ce que j'ai pu Ouais. avec ce que j'avais, on me donne pas les outils pour, tu vois. Un peu, ça résonnait un peu Prado, interview de Prado, tu vois. Donc sans aller dans la suite de. Ouais, mais Sexton, pour le coup, il dira jamais on me donne pas les outils parce que Non. il crédite quand même toujours le fait que le team s'arrache et bosse et fait des heures sup de malade pour tester pour lui et lui trouver les solutions. Là où c'est vrai que Prado, la façon dont il se plaignait, c'est pas juste genre on a une moto, une base qui déjà est pas très bonne et on fait ce qu'on peut avec. C'est vraiment genre à moi on me donne pas ce qu'il me faut, comme si le team le négligeait quoi, alors que ça a jamais été le cas. Non, c'est sûr, hein, on est d'accord. Mais du coup, effectivement, dans son poste, il était là, il disait j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai roulé comme j'ai pu. Donc, ça laissait un peu sous-entendre la moto ne me convenait pas, mais sans le dire directement. Puis je pense que même lui, au final, dans ses postes, il fait aussi attention. Je pense qu'il fait encore plus attention quand même sur ses postes, justement, quand il se plaint de j'étais pas à l'aise avec la moto parce qu'il y a eu toute cette polémique, tu vois, et que lui, il l'a en Mhm. tête et que il sait que maintenant, c'est à lui de redorer un peu l'image de Kawa et que je pense qu'il a envie de le faire aussi. Hein. Ça se voyait justement quand il a gagné, qu'ils avaient l'air soudés. Puis lui, il dit justement qu'il a trouvé chez Kawa un peu la famille qu'il cherchait pour pouvoir performer. Donc c'est sûr qu'il va pas les descendre, mais je pense qu'il fait encore plus attention du coup dans ses résumés et ce qu'il va dire justement de la moto de s'il est à l'aise dessus ou non pour éviter au maximum de dire la Kawa c'est de la merde quoi. Ouais, c'est clair. Enfin que ce ne soit pas interprété surtout de cette manière-là parce que lui c'est pas ce qu'il veut dire non plus même sur la KT quand il était pas à l'aise etc il voulait pas dire la KT c'est de la merde mais que ce ne soit pas interprété de cette manière-là en tout cas.
Mais c'est chaud, j'ai entendu des trucs comme quoi chez KT, il y avait que Jay Dungy qui avait le droit de lui parler à la fin. Il se pointait aux courses avec ses propres suspensions et tout. Je trouve ça dingue qu'à leur niveau, ça puisse atteindre ce genre de toxicité au sein du team. Alors que même si t'es pas content, le but ça a toujours été de gagner ensemble. Tu vois, c'est le but de tout le monde dans le camion. Je trouve ça ouf. Et je sais pas si c'est Sexton qui a dit c'est bon, me parlez pas, vous m'avez saoulé, ou si c'était le team qui a dit bon, lui on lui parle plus de toute façon, il veut rien entendre. Je sais pas de qui est venue cette gaminerie, mais il paraît qu'il y avait que Jay Dungy qui avait le droit de lui parler à la fin. Donc Qui avait le droit, c'est hyper chelou. Hein. Et à la fois, je vois pas un Sexton, tu vois. Tu le vois rarement, pareil, il est énervé et tout. Je le sens pas sanguin à dire arrêtez de me saouler là, vous allez vous en prendre une, ne me parlez plus, laissez-moi tranquille. Je le vois pas dire ça. Et à la fois, c'est pareil, j'ai du mal à l'imaginer être renfermé à tel point que l'équipe se dise bon, il veut rien entendre, justement, on arrête de lui parler, lui, tant pis. De toute façon, on sait on sait qu'il part, donc on lâche l'affaire. Parce que bah c'est vrai, enfin, à ce niveau-là, à leur âge, à un moment donné, tu te mets autour de la table et tu discutes. Et surtout que voilà, vous êtes réunis pour la même cause. Alors après, effectivement, il y a toujours des trucs qui nous échappent un peu, des questions de contrat, d'image, il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui vont au-delà de juste du sport et de devoir performer. Et c'est sans doute là peut-être que le sportif lui-même bah, crise un petit peu quand il veut tester des pièces ou qu'il veut faire ci ou qu'il veut faire ça et que derrière on lui dit bah non on peut pas parce que sinon bah je sais pas telle pièce telle marque ils vont pas être d'accord. Je sais pas exactement comment ça se passe et c'est peut-être ce qui doit être frustrant pour le pilote parce que bah, c'est vrai que quand tu es pilote je pense que tu veux gagner de l'oseille mais tu veux performer, tu veux gagner et de toute façon pour gagner de l'oseille il faut que tu gagnes donc ce que tu veux c'est qu'on te donne le meilleur matériel et si toi tu as une idée que tu veux tester un truc qu'on te dise non pour des raisons contractuelle ou budgétaire ou d'une marque ou politique, j'en sais rien, ça doit être frustrant, mais à la fois je pense que c'est comme ça un peu partout, ou peut-être un peu moins selon les équipes, selon les marques, je sais pas, mais c'est vrai que c'est des choses j'aimerais bien être une petite souris quand même et voir tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, comment ça fonctionne concrètement dans le milieu. Il a un contrat de 3 ans, c'est ça, avec Kawasaki. Ouais. Est-ce que pour toi, après 5 courses, t'es sûr à 100% qu'il va aller au bout des 3 ans? Bah, je sais pas si dans le contrat il y a une clause qui dit que c'est 3 ans, mais enfin on en rediscute à la fin de l'année, tu vois. Si les deux se mettent d'accord pour se séparer avant, on peut se séparer avant, ou est-ce que ça va être comme un Prado, ou là ça va être. Après, même quand il n'y a pas les clauses, tu vois, hein, tu as vu Prado, et encore Prado, c'était plus compliqué parce que vraiment, il leur a pourri la vie à Kawasaki. Mais généralement, quand un pilote veut plus être là, ils n'ont aucun intérêt non plus à le forcer à rester. Et les contrats, en tout cas dans le cross, ça se brise quand même relativement facilement, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que je me suis dit 3 ans, ça fait quand même long. Mais quoi qu'il en soit, enfin, tu vas aller où après? Chez Yam? Tu vas tenter chez Yam? Parce que il te reste que eux, quoi. Webb, il s'en sort. Hein. Yamu ou Suze, il est pote avec Kenny. Ouais, mais. Ouais, non, Suzuki, c'est quand même pour les vétérans à la fin, tu vois. C'est. Ducat. Non. Ah non, non, faut pas le foutre sur une Ducati. Là, il va passer des heures à tester, c'est tout ce qu'il va faire. Et puis en plus, Il ça va va. rien tester. Dylan, il t'a dit c'est le meilleur châssis qui existe en motocross. Non, mais là, ça va le conforter dans l'idée de je dois chercher des solutions. La moto, elle est nouvelle. Il faut trouver des trucs. C'est même pas. Peut-être qu'il faut chercher, c'est il faut pour cette moto-là. Donc, non, Donc ça c'est. on élimine Triumph aussi. Oui. D'ailleurs, c'est quand leur début en 450 Par là, contre, Ah ben, Beta, ils commencent à avoir de l'expérience. Hein. Beta, c'est leur 4e année en SX là, je non? suis trop con, je disais c'est quand leur début en 450, mais ils ont commencé cette année, c'est juste que, bah ouais, Faulkner, on en a pas parlé, je crois. Si, on a dit qu'il s'était cassé les poignets, mais. Et du coup, Mm. lui, il y aura même pas de 250, quoi. Si, il va rater que 2 semaines, mais on ne sait pas s'il va reprendre en 250 sur la côte Est ou s'il va rester sur la 450, parce que je crois que lui aimerait rester sur la 450, mais Jordan Smith devrait finir par revenir aussi, et du coup, va savoir. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce que Austin Forkner voudrait rester sur la 250, mais franchement, Austin Forkner, 450. ouais, sur la 450. Il y a un problème là. Lui aussi, il y a un problème de remise en question en fait, parce que il roule toujours. Il roule même, j'ai envie de dire, un peu de pire en pire. Parce que les erreurs, comme il fait, je sais pas si tu as vu la chute qu'il fait à San Diego aux essais. Moi, je l'avais pas vu quand j'ai regardé Race Live, mais je l'avais vu sur le débrief de DV. C'est la même chute que celle où il s'explose sur le béton face à Digan à Arlington il y a 2 ans. C'est la même. Il se met un peu court sur la table
Et après, du coup, il prend un petit peu de rebond dans la cuvette et il a un pied qui lâche et il s'écrase sur le côté. Genre tout mou. Non, Ah. je j'ai pas de souvenir là de sa chute. Mais oui, Et enfin de toute façon, même quand il se casse les poignets là. ça n'est Euh, cassé qu'un, je crois. Quand il se casse C'est... le poignet, du coup, on en avait parlé, il se met long sur l'enchaînement et il perd la main sur un long déjà. Et un long, encore une fois, il a pas fait un saut de 50 mètres non plus, quoi. Il se met un long sur un enchaînement où il a peut-être fait triple, donc un peu plus long que triple. Dans un enchaînement, c'est pas énorme. Et tu le vois s'écraser, guimauve, la main qui lâche. Et derrière, en plus, même l'impact. Tu te dis, ça devrait pas faire une grosse chute comme ça, en fait, un long. Et il atterrit les deux roues en même temps. Enfin, tu vois qu'il Pas était sur les ni. freins. Ouais, et t'as l'impression en fait qu'il était pas préparé à atterrir long. Donc comme si genre il fermait les yeux et je pensais que j'allais atterrir bien dans la descente. Et ben j'ai été long et du coup j'ai été surpris et aucune justement pas réaction mais anticipation en fait d'un long. Que Hmm. quand enfin, t'arrives facilement à l'analyser. Dès que tu décolles du saut, t'arrives à savoir si tu vas être court ou long. Ouais, Même au ouais. niveau amateur, tu le vois. Donc c'est vrai que sa réaction c'est très 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 étrange. Et je pense Son manque de qu'effectivement réaction même, en fait. ouais, et c'est comme bah il y en a même pas. Il y a pas de Mhm. réaction quoi, c'est Ouais. il réagit une fois qu'il est au sol, enfin même quand il est au sol après du coup il est dans les étoiles. Ouais, c'est Puis chaud. il a trop souffert pour pas faire attention en fait. Il était super bon. Il est toujours. Je suis sûr qu'il peut encore gagner des courses en 250 s'il arrête de se faire mal. Et bon, peut-être qu'il est moins bon sur une Triumph qu'il l'était sur la Kawa Pro Circuit. Ils en sait rien. Mais tu vois la fois où il se blesse là, à Arlington face à Digan, il gagne la première course à Detroit. Bon après la première c'est toujours un petit peu particulier, mais encore une fois là il menait, même s'il se faisait un petit peu. Je sais plus s'il se faisait presser par Digan ou s'il l'avait doublé Je crois d'ailleurs, qu'il avait je suis pas doublé hein, sûr. Ouais, il il me me semble. semble, hein. Il était bien quoi. Mais d'ailleurs ce week-end là où il s'explose en 2023 à Arlington, en 2024 pardon, DV il en avait parlé, et il avait montré d'autres vidéos de lui aux essais où dans un autre enchaînement il se met long puis du coup il rebondit court et tout et c'est exactement ce qu'il avait dit. Il saute long et il continue comme s'il allait être nickel dans la descente. Et il n'y a aucune anticipation, aucune pareil, pas d'adaptation et il fait pas plonger un peu la moto, absorber sur les freins l'impact, rien. Donc c'est bizarre et enfin honnêtement c'est frustrant parce que ça fait pas plaisir de voir personne se faire mal, hein, qu'on se le dise. Mais Faulkner, il a trop souffert, genre à chaque fois qu'il se refait mal, c'est tu te dis encore quoi. C'est comme si tu vois Tomac se faire mal cette année par exemple, tu te dis putain à 33 ans, tu fais pas ça pour te faire mal, si c'est pour te faire mal, arrête. Tu vois. C'est un peu ça l'idée. Tu vois, là, quand tu le vois tomber avec Craig, tu dis, t'es trop vieux pour te rouler par terre, là. Faut arrêter ces conneries. La galipette la semaine dernière, ça fait pas pareil quand tu frappes le sol à 33 ans et quand tu le frappes à 23, hein. C'est surtout que en vrai, là je viens d'avoir une image, je me dis c'est vrai que le gars il a plus de 30 piges et il est par terre, il est allongé par terre. T'imagines un bouc de 30 piges allongé par terre là. Qu'est-ce que tu fais par terre en fait? Tu tombes quand t'as 5 ans, qu'est-ce que tu fais là? Relève-toi mon grand. Non, c'est vrai que Tu veux dire en dehors du contexte de la moto, toi, hein, bien sûr. ouais, du coup, C'est oui, ça. oui, parce que là, j'étais juste en train de me répéter avec ce que tu me disais, 30 ans, par terre, et c'est vrai que tu te Tu te dis, roules par terre, t'as 30 t'as ans. 30 ans, t'as des enfants, à ton grand âge, tu te roules par terre dans la terre, quoi. T'as que ça à faire, en fait. Ouais, puis ils étaient vraiment en mode galipette avec Craig, hein. En plus, là, l'un sur l'autre, laisse tomber. Bon, on a bien parlé de Sexton, mais ce qu'on n'a pas dit quand même, parce que Sexton, il y avait quand même un point positif ce week-end, et c'est un peu souvent le même avec Sexton, mais c'était ses bottes Alpine Star vertes qui bichaient bien avec sa moto, et qui venaient vraiment agrémenter, compléter, j'ai envie de dire complimenter cette tenue, ce kit qu'il avait. Et si vous, bah, vous voulez une belle tenue un peu comme Sexton, on vous proposera pas les bottes vertes chez MGT Design Racewear, mais vous pouvez avoir la tenue vert fluo qui ira bien avec votre Kawasaki. Et puis après, bah, vous avez vu, Alpinestar s'occupe des bottes, donc n'hésitez pas à les contacter sur Instagram, @mgtdesign-racewear. Ça, c'est pour les tenues, @mgtdesign-mx, c'est pour les décos. Et on va continuer un petit mot quand même sur Dylan Ferrandis, qu'on a quand même pas mal vu à l'écran pour une fois ce week-end. Il faudra aussi qu'on parle un petit peu quand même de Prado. Mais Ferrandis qui s'est bataillé, qui semblait avoir un petit peu plus de jus sur la durée quand même, parce qu'il est revenu dans la route Plessinger, puis après je crois qu'il a redécroché quand même un petit peu, mais à mi-course ou quelque chose comme ça, il revenait un peu sur Plessinger, il a tenté de... Il n'a pas vraiment porté d'attaque, quoi, mais il s'est rapproché, on a senti que peut-être ça allait venir. Qu'est-ce que tu as pensé de Dylan? Un petit peu déçu, parce que cette Ah, fois-ci, il est bien parti. Il est parti 3, il me semble.
Donc 3-4 après deux virages. Donc un peu déçu de le voir finir 9e. Mais une très belle vitesse dans les whoops en début de finale en tout cas. Ça allait très vite au point qu'il a eu du mal à s'arrêter à un moment donné. Il y en avait un devant lui, je sais plus si c'était Roxen mais au début de finale où il se bataillait un peu justement avec ces gars-là, c'était rapide. Mais effectivement, dommage que ça dégringole. Et encore une fois, quand je vois un Joey Savacci 6, tu vois, je me dis, j'aimerais bien voir Ferrandis finir à la place de Savacci à chaque fois, quoi. 5, 6 par là. Ouais, c'est vrai que tu dis pas que Ferrandis, c'est un mec qui se ferait battre par Savacci de base. C'est ça. Disons qu'au niveau du plafond, je pense que ouais, le potentiel de Ferrandis, il va quand même plus haut que celui de Savacci. J'ai envie de dire que le palmarès en témoigne. Donc après, bon, moi j'ai pas regardé l'interview, donc je sais pas si la Ducati, elle est toujours aussi fabuleuse au niveau du châssis et tout, ou s'il y a besoin de travailler un petit peu, de tester. Je sais pas si toi, tu as suivi un petit peu des interviews de sa part ou quoi, ce qu'il en dit. Mais j'avoue que sur les 5 premières épreuves, moi j'ai rien écouté de Dylan. Non, pour faire un petit résumé des 5, il y a eu des fois des petites chutes, justement, mais globalement, il était satisfait de sa vitesse. Pareil, physiquement, il avait chopé un arm pump sur certaines épreuves au début, où il roulait un peu crispé. Donc, il était assez satisfait globalement de son roulage et de la moto, de manière générale. Il critiquait pas la moto, justement, que je pense qu'il s'est peut-être rendu compte qu'il en a tellement, il l'a tellement valorisé qu'il ne pouvait pas dire que, ah ouais, mais il manque ici, il manque là. Donc, il a plus parlé de lui, de ses erreurs, sans forcément se remettre en question directement sur des axes de progression, on va dire. Mhm. Mais sur le fait que voilà, rouler un peu tendu, donc crispé, mal au bras, des petites chutes à certains moments. Et là, il disait que son point positif, il a pas été super à l'aise tout au long de la soirée, mais que le point positif, c'est qu'il partait bien, qu'il a amélioré ses départs. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a vu sortir devant. Donc, ouais, moi, je suis un petit peu déçu de manière générale pour Dylan. J'aimerais bien qu'il fasse un peu mieux que ça. Et surtout quand il part 3 justement, qu'il essaye d'accrocher un petit peu les gars devant, qui s'en inspirent. Et après, il y a toujours un problème qui, selon moi, est quand même flagrant. C'est les enchaînements où il est toujours trop haut et les virages. Donc, au final, ça fait un peu beaucoup sur une piste de supercross. Donc il est juste bon Mais dans les hoops. ouais, il est bon dans Sauf les qu'il fait whoops. 11e temps dans le partiel des whoops. Donc Là, il a fait 11e là il a fait 11e temps au meilleur passage dans les whoops. Ouais. en finale. Ouais, Ah ouais, je en suis étonné finale. parce que au début, autant à la fin, ça se voyait, ça piochait un peu droite-gauche et je le trouvais beaucoup moins efficace, moins rapide qu'en début de finale. Mais en début de finale, je l'ai vu rattraper un Roxen ou avoir le même rythme. Roxen, il fait combien par exemple? Roxane, il est deuxième dans le secteur des whoops avec un 4,817 et Dylan, il fait un 5,021. Donc il prend 2 dixièmes de seconde. Ouais, 2 dixièmes Ouais, de mais après, il seconde. faudrait voir le partiel des Whoops, il commence quand, il s'arrête quand. Le partiel des whoops, il commence en bas de la réception du double et jusqu'à la fin du virage d'après. Donc après, Dylan, il doit perdre aussi dans le virage d'après. Oui, parce que ce passage où il arrive justement, après je te dis, je crois que c'est Roxen, il arrive dans sa roue arrière, à deux doigts de le percuter justement. Donc, donc c'était chaud, mais ok, ouais, donc il y a le virage déjà où il doit perdre un petit peu et peut-être dans l'entrée, mais globalement, je trouvais qu'il y avait des bons passages, surtout en début de finale dans les Whoops. Et ouais, moi je trouve que c'est assez remarquable qu'il est vachement haut dans les enchaînements et qu'il n'y a pas ce travail, on viendra après en 250, mais une petite comparaison d'un Kitchen dans les enchaînements où tu vois qu'il cherche à garder la moto basse. Bah, Ferrandis, tu vois pas ce recherche t'as Même l'impression qu'il est un Sexton en peu. 450, à l'aise ou pas à l'aise, tu le vois toujours, il pousse dans les enchaînements, vraiment toujours aller vers l'avant, vers l'avant, vers C'est l'avant ça. et jamais très haut, très haut, très haut quoi. Sans forcément être en travers, en scrub, la moto à plat, mais tu le vois aller casser les sauts pour aller de l'avant et pas vers le haut. Et alors que Dylan Ferrandis, toi, tu le vois, il va vachement haut. J'ai l'impression qu'il est encore un peu comme un débutant, entre grands guillemets, en SX, qui va se contenter de passer propre l'enchaînement, tu vois, ni se mettre court, ni se mettre long, travailler sur le timing, tu vois, être bien, et donc qui du coup va pas essayer de casser la bosse. C'est comme ça en fait que je pense n'importe qui, tu passes ta première bosse, ta première table, bah d'abord tu vas jauger, tu vas peut-être même prendre une petite impulsion pour être clean et atterrir bien dans la réception. T'as l'impression qu'il reste à ce stade-là et qu'il se familiarise jamais avec l'enchaînement. Du coup, ok, c'est 3-3, faut mettre tant de gaz, bah maintenant je vais essayer de pousser un peu et de l'amortir, de le casser pour aller plus vite dedans et pas juste le passer parce que
Encore une fois, il ne s'agit pas juste de faire 3-3 dans l'enchaînement. Il faut faire 3-3, mais le plus rapidement possible parce qu'ils vont tous faire 3-3, même le 15e. Enfin, tu le vois souvent au chrono. Je ne sais pas s'il avait amélioré, mais à un moment donné, je le voyais, il était 14e au chrono. Et tu te dis 14e. Ah, moi, quand je finis 14e d'une course et tout, bah, quand tu es sur 45, ça va, c'est pas trop mal. Mais là, tu dis 14e, tu regardes, il n'y en a pas beaucoup derrière lui, tu vois, quand ils sont que 20. Donc je me dis, merde, Surtout en qu'ils fait. étaient pas 20 aux essais ce week-end. Ah ouais? Ils étaient Oui, combien? oui, bah, je sais pas si tu as vu, ils ont pas rempli les grilles pour les 2 hits. Ils étaient 18 et je sais pas si c'était 18 aussi sur l'autre, 19 ou 17. Mais Ah ouais, je peux ouais, ils pas étaient attention. même pas 20 derrière la grille des hits. Ouais, mais alors pour les chronos, ils mettent toujours quand même les 20 premiers. Ils doivent prendre ceux du groupe B Mais qui te. je crois qu'ils étaient que 17 là dans le groupe A, mais je peux me tromper. Moi, j'espère pas parce que 14, 15, 16, Parce que 17. tu vois là, des mecs qu'on a en finale, Josh Cartwright, Grant Harlan, Harrison. Je suis pas sûr qu'ils soient en groupe A eux aux essais. Non, mais je te dis, je crois qu'aux essais, ils basculent quand même les. Ils mélangent en fait, ils font un overall de tout. Ils mettent Ah aussi oui, oui, le d'accord, deuxième oui, groupe tu parles. qui bascule, même quand tu as le groupe A, tu as aussi les trois derniers qui sont Ouais, peut-être du ok. groupe B, mais qui sont affichés 20e. Enfin bon, tout ça pour dire 14e, je sais pas s'il avait amélioré ou s'il a vraiment fait 14e temps chrono, mais tu te dis, mince, il n'y en a plus beaucoup derrière et ça fait un peu loin. Donc je pense que, oui, qu'il faut aller chercher un peu de vitesse et lui travailler du coup sur sa technique. Et encore une fois, je ne comprends pas que à ce niveau-là, avec le nombre de personnes qu'il y a tout autour, les moyens qui sont mis, enfin moi, payez-moi juste 2000 balles pour aller analyser et lui dire tu vas trop haut dans les sauts, essayer de rester plus bas, je le fais, tu vois. Et je pense qu'ils ont les moyens, ils me le donnent, tu vois. Et je pense que pour un Ferrandis, déjà, c'est des dixièmes de gagner, parce que sur toute la piste, d'aller moins haut comme ça, bah, à la fin, ça fait des dixièmes de gagner. Et parfois, bah, tu vois que les temps chrono, ça se joue à des dixièmes. Donc, je trouve ça dommage. Mais à part ça, Puis je vais faire un petit peu ma tête de con assis dans son canapé, mais genre il a que ça à faire, tu vois, c'est ça son boulot. Donc à la limite, genre va prendre un enchaînement. Lundi tu vas à l'entraînement, tu fais pas le terrain, tu fais qu'un enchaînement. Tu fais l'enchaînement, limite même prends l'enchaînement le plus raide ou un enchaînement où il y a d'assez gros sauts. Et tu le prends et voilà, et tu te filmes et tu recommences et tu essaies de rester plus bas ou tu te mets, je sais pas, un marqueur, un truc, tu dois passer en dessous. Tu te débrouilles, tu vois, tu cherches, tu fais des solutions, tu t'auto-analyses, tu recommences, tu retravailles. S'il veut pas payer quelqu'un, tu vas pour le faire. Il le sait qu'il va trop. Enfin, bah, je il sais suffit pas du juste coup. d'ouvrir un petit peu les écoutilles, tout le monde le dit, tu vois. Enfin, DV, il en parle tout le temps sur son podcast. Sorby, j'espère que Sorby lui disait quand il bossait avec Sorby. Et puis il doit le voir que quand il saute à côté d'un autre pilote en course, il doit bien voir qu'il monte plus haut, qu'il se fait doubler parce que le gars, limite, il saute en dessous de lui. Ouais, mais je sais pas. Après, tu sais, il y a d'autres facteurs aussi. Peut-être que le mec, il est ressorti plus fort de son virage. Donc, c'est ce qui lui permet d'aller plus vers l'avant et d'aller moins haut. Je sais pas comment il l'interprète. Puis après, quand tu roules, c'est toujours différent. Mais surtout, des personnes qui sont à l'extérieur. Et même des gars qui travaillent sur la moto, sont mécanos, tu vois, les mécanos, des fois, ils disent, bah, peut-être plutôt intérieur là, où ils ont le casque, qui parle avec le team manager, qui lui regarde aussi peut-être un petit peu, ah tiens, lui, il a fait tel enchaînement, il a fait telle chose, et c'est peut-être ça, tu vois. Donc là, la même chose, essaye d'aller plus bas, lui rabâcher. Enfin, je veux dire, s'il veut encore progresser et se rapprocher du top 5, pas juste contenter de faire des top 10 et juste de montrer la moto, bah, faut y aller. Et ça, c'est des points, encore une fois, qui sont remarquables et que bah, même pilote amateur, tu le remarques. Donc, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde et qu'effectivement, je pense qu'il y en a peut-être déjà qui l'ont dit, bah, faut lui rabâcher et continuer, tu vois. C'est, selon moi, un élément vachement important avec les virages, tu vois, à progresser. Tu vois, les virages, c'est un peu simple. Je dis, bah, les virages, tu vois que ça va moins vite. Maintenant, la technique de virage, bah là, effectivement, rapproche-toi de quelqu'un d'un peu plus pointilleux et qui connaît un peu mieux la technique pour pouvoir te l'apprendre. Là, c'est pas moi qui vont payer 2000 balles pour lui dire comment prendre un virage. Mais ça se remarque que dans le virage, ça va quand même aussi un peu moins vite, ça se bloque un peu plus que d'autres pilotes. Après, ça dépend parce que je trouve que dans les virages, il continue toujours de prendre un peu les mêmes traces qu'il prenait en 250 où il prend généralement l'ornière la plus haute, il enroule bien et tout. Et je trouve pas que de manière générale, ces virages soient mauvais. Mais Bah, pas mauvais, mais tu vois qu'il est moins rapide. Et tu as juste à comparer avec un Digan où j'ai vu à un moment donné, il y avait des. C'était la semaine dernière, tu avais une vidéo d'un mec qui disait tiens, qui fait le meilleur passage. Alors, tu n'avais pas Ferrandi sur ce passage-là, c'est dommage, mais dans une ornière principale où ils la prenaient tous, Cooper, etc. Bah, tu les vois passer. Alors, il n'y avait pas Ferrandis, donc je vais parler un peu dans le vent, mais je l'imagine et je ne voyais pas passer comme ces gars-là, tu vois, dans cette ornière-là. Donc là, je ne l'avais pas pour comparer, mais il y a une vitesse de passage tu regardes les meilleurs et souvent Digan, tu le vois. Alors des fois, c'est
des fois c'est même un peu trop d'angle, et au final tu te rends compte que justement dans l'enchaînement il est obligé de se redresser, de se rééquilibrer, et qu'au final il n'est pas aussi efficace dans l'enchaînement derrière, donc c'est plus impressionnant que efficace. Mais il y a une vitesse dans le virage, une position. Selon moi, il est un peu trop sur l'arrière, Ferrandi, justement, sur sa 450, pour mieux manier sa moto et pouvoir aller encore plus vite. Mais ouais, pour moi, il y a deux Après, points, voilà, les virages et les enchaînements où il va trop haut, qui peuvent être améliorés et qui sont à sa portée, quoi. Enfin, tu vois, encore une fois, on va pas lui faire de devenir Jet Lawrence à son âge, en fin de carrière, etc. Mais ça, ce sont des points qui, selon moi, il peut améliorer encore à son âge et avec son bagage technique, etc. Après, peut-être, je me dis, c'est peut-être justement la façon dont il aborde l'enchaînement qui fait qu'il va pas plus vite dans le virage, tu vois aussi. Parce que Probablement. il sait qu'il lui faut tant de vitesse pour aller passer le saut et qu'il n'est pas du genre à aller s'envoyer dedans et casser. Mais bon, à En voir. fait, j'ai Et l'impression qu'il appréhende un peu les enchaînements, tu vois. C'est le ressenti que j'ai en le regardant de l'extérieur, qu'il y a une petite appréhension dans les enchaînements, tu vois, un peu peur. c'est vrai que Et tu le vois moins piquer du nez aussi que d'autres en plein enchaînement ou quoi. Enfin, de toute façon, si tu veux pas le scrubber, pour aller vite, il faut faire plonger l'avant dans l'enchaînement. C'est comme ça que McGrath faisait et que tout le monde fait depuis, et peut-être même aussi un peu avant. Mais tu absorbes le saut au décollage et tu fais repiquer la moto très tôt pour essayer de rester le plus bas possible. Et c'est vrai que Dylan, c'est souvent ça saute, il est un peu un peu recroquevillé recroquevillé sur sur sa lui, ouais. moto, la roue avant assez haute, et quand il sait que ça va passer, tac, ça rebaisse pour atterrir. Et ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai que ça donne vraiment cette sensation d'appréhension. C'est vrai que généralement, c'est quand tu vois les pilotes rouler, sauter avec la roue avant en haut, c'est qu'ils sont plutôt pas confiants. Ouais. Mais c'est vrai que, enfin, d'un côté, tu vois, moi je trouve que c'est pas mal parce que on l'a vu à l'écran déjà. J'ai trouvé que il avait l'air d'en avoir un petit peu plus en deuxième moitié de manche que sur la première, par exemple, la première épreuve à Anaheim 1. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je me dis, il devrait être aussi bon que Prado. Prado, alors ok, Prado, 4 fois champion du monde, 2 fois champion du monde en catégorie 450 en motocross, mais Dylan, c'est pas une merguez non plus, il est champion outdoor 450, il, il a battu quand même Tomac à la régulière sur ce championnat, Zach Osborne qui était champion en titre, et d'autres, Roxanne était là, enfin voilà, il l'a pas volé en plus son titre outdoor 450, Dylan. Alors certes, l'outdoor, c'est peut-être plus le motocross, c'est peut-être plus simple pour lui que le supercross, et c'est plus familier, il a plus d'affinités. Tu vois, Digan aussi, il préfère le motocross au supercross, mais tu vois, Digan, il a progressé, il domine en supercross en 250. Dylan, il a gagné et dominé des courses en 250 en supercross, et c'est vrai que ça se traduit vraiment pas en 450. Il a eu quelques blessures quand même en supercross en 450, mais ouais, je me dis que, enfin, dans l'absolu, théoriquement, il devrait être aussi bon que Prado, quoi, à peu près à ce niveau-là au moins. Bah, surtout Justin qu'effectivement, Cooper. il a fait du supercross, lui, depuis le 85 quand même. Il avait un petit terrain de supercross dans son jardin, Ferrandis, donc il est aussi un peu plus familier avec le supercross, des années en supercross. Et je trouve, c'est vrai que là, je me remémore un peu les années 250. Donc, est-ce que c'est parce que les concurrents étaient moins rudes, moins forts en 250 ou pas, j'en sais rien, mais je le trouve moins à l'aise et moins performant sur la 450 que sur la 250. Et il me semble qu'il y a même des fois où aux essais, en 250, donc certes, le terrain est un peu plus propre pour les 250, et encore, le groupe A, du coup, ils se suivent l'un après l'autre. Il me semblait qu'il y avait des temps de Ferrandis en 250, quand il faisait la pole en 250, où il était devant beaucoup de 450, il était dans le top 5, dans le top 3 des temps 450, tu vois. Il me semble qu'une fois, j'avais fait cette comparaison, je me suis dit, purée, tu le mettrais là avec une 250 au milieu de tout cela. Donc au final, c'est pas si simple que ça, c'est pas juste un temps chrono qui va faire que il va faire troisième avec une 250 face à toutes les 450. Mais en termes de vitesse, que là, sur une 450, voilà, à un moment donné, je l'ai vu 14. Je sais pas s'il a fini 14, mais il avoisine le top 10 au niveau des chronos. Donc, j'ai même l'impression qu'il est moins performant et moins à l'aise aussi. J'ai là des souvenirs de lui justement sur la 250 où c'est quand même très à l'aise. Enfin, quand il roule face à Jet Lawrence, justement, où il lui vole, entre guillemets, parce qu'il ne l'a pas volé, mais quand il take out Christian Craig et qu'il va doubler Jet dans le dernier tour. Ah, tu le vois à l'aise là, le garçon, tu vois que c'est mobile, et t'as moins justement je me contente de passer les enchaînements. Et tu vois, ce serait intéressant de vraiment se mettre les deux, une image de lui qui roule en 250 et lui en 450, et c'est faisable hein, sur YouTube, tac tac, les deux, et de regarder la différence justement de body language là, Hmm. de, de, Langage de- corporel.
Voilà, langage corporel. Je suis désolé les gars, je suis bilingue, je parle un peu trop anglais, du coup, je trouve pas mes mots en français. Non, mais de langage corporel, effectivement, et je pense que je crois que je vais le faire, voir, je vous dirai la semaine prochaine si ça saute aux yeux ou pas selon moi, mais Allez, heu, mais c'était mais de c'est voir pour la intéressant. semaine. Ouais. Bon, un petit mot sur Prado avant de passer aux 250 parce que putain, chaud encore, hein, pole position aux essais, très très bon, pas volé et encore une hit de gagner. Il est en train de se faire son année, hein, mine de rien, parce que si tu comptes 15 000 par hit, c'est sa troisième, je crois, cette année qui gagne. J'en suis même sûr. Il gagne sa hit à Anaheim 1, il gagne sa hit à Anaheim 2, et il gagne là sa hit à Glendale. Ça fait 45 000 balles déjà. Ouais, ça met du beurre dans les épinards, Ouais. mais c'est solide et puis, du coup, c'est qui fait premier temps chrono dans les whoops en finale? C'est Anderson. OK, parce que Prado était aussi le plus rapide dans les whoops, aux essais, avant enfin, en faisant la pole notamment. Mm. Donc non, c'est solide. Et pourquoi on parle des boosts? C'est parce que aussi c'est l'une des plus grosses difficultés sur un terrain de supercross et pour les pilotes professionnels qui viennent justement de l'Europe où il n'y a pas de whoops en motocross. Donc c'est assez impressionnant et c'est souvent une appréhension. Plus tu apprends tard aussi, plus c'est difficile. Plus tu apprends tard, plus il y a d'appréhension. Donc c'est solide, ça va vite. Et petit whoops, mais à la fois petit whoops pour tout le monde aussi. Donc d'être le plus rapide dedans et de faire la pole devant tous les noms qu'on a déjà cités, ouais, franchement, chapeau. Il a répondu présent à toute interrogation qu'on avait sur lui avant que ce début de saison commence sur cette nouvelle moto, entre guillemets, qu'il connaît bien. Donc, ouais, chapeau bas. Et ça continue en plus de progresser. La cinquième, je pense qu'on sera. On va avoir des podiums, je pense, d'ici la fin de saison quand même de Prado. Et puis je le trouve en plus à l'aise pour le coup sur la moto. Tu veux dire d'autres podiums parce qu'il en a déjà un. D'autres podiums, ouais, mais la première c'est toujours particulier, on la compte pas. Euh, non, mais je le trouve en plus vachement à l'aise sur la moto, avec, je Mm. l'avais déjà dit, je crois, la semaine dernière, mais un beau style quand même, très droit, très neutre sur la moto, où il aime ce frein arrière. Et ça me rappelle un Jason Anderson qui, sur la Kawa, souvent, et des fois, ils avaient des scrubs, et ils remettaient quand même un coup de frein arrière sur un scrub. Et il utilise beaucoup le frein arrière, Prado, surtout quand il part en tête. Quand il part en tête, tu le vois, bam, enfin après c'est là qu'on le voit à l'écran, mais tu le vois. J'ai l'impression que Stewart, c'était quand il touchait sa mentonnière, tu te disais, oh là, il est à l'aise et tout, tu vois, il lâchait, boum, il touchait sa mentonnière. Je trouve que Prado, c'est le petit coup de frein sur les enchaînements. Je refais piquer la moto, justement, et là, je suis à l'aise, je suis décontracté, et c'est beau à voir, donc non, ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai. Moi, je me rappelle de quand il était aux Nations à Redbud où il faisait partie, lui et Jet, sur l'Aerocolip. Ils faisaient tous les deux repiquer tellement fort la moto. C'est vrai que Prado, il aime bien faire ça. Et ouais, je suis d'accord. Un style, même j'ai l'impression de le voir whipper plus que jamais et tout. Les scrubs, les whips, tout. Pff. Ouais, c'est vraiment, vraiment beau à voir et surprenant. Et ouais, là, après 5 courses, vraiment, il a confirmé que voilà, quoi, c'est son niveau. Comme a dit Jason Thomas, il est là, il est arrivé. Et il est arrivé en Supercross et ouais, ça continue de progresser et à voir. J'espère vraiment qu'il se fait pas mal de tout le Supercross, mais genre même pas une petite égratignure pour qu'on ait ce Jorge Prado en pleine forme pour l'outdoor et voir comment est-ce que ça se mélange avec les deux Lorenz, le Tomac, le Sexton qui espérons met des plastiques orange repeints en vert sur sa moto ou rouge comme il veut, mais trouve des solutions. Roxane, a priori, il fait toujours pas l'outdoor, donc peut-être qu'on le verra sur une ou deux courses, mais c'est tout. Mais ouais, déjà, si on peut voir un bon Prado avec tous ces mecs-là, ça va faire aussi un bel été. Ouais, c'est clair. Et puis, j'avais une question pour toi. Est-ce que Prado, du coup, va gagner un titre 450 en Supercross? Dans sa carrière. Ouais. J'ai réfléchi un petit peu. Alors, je vais pas trop réfléchir en silence non plus parce qu'on est quand même sur un podcast où nos auditeurs nous suivent et nous écoutent. Je me dis que Prado, il est quand même encore assez jeune. Il a quoi? Il a 26 ans, Ouais, je crois que 25 c'est ans. ça. Donc bon, il n'y en a peut-être pas pour 10 ans en 450 aux US, mais au moins 5 ans encore. Surtout, généralement, les pilotes européens qui arrivent un peu plus tard, bon, bah, ils continuent un petit peu plus longtemps.
Donc, enfin, d'ici 2-3 ans, Webb, il est plus là, ou alors il sera plus aussi performant, je pense. Tomac, il est plus là. Je pense qu'il peut tout à fait atteindre le niveau d'un Roxen. Et après, c'est une question, est-ce que je pense que Prado va battre à la régulière Jet Lawrence en Supercross sur 17 courses? Non. Mais il pourrait très bien y avoir un autre championnat de Supercross où Lawrence, malheureusement, ne termine pas. Et donc, est-ce que je vois ça possible? Il faut aussi battre Sexton. Euh, Tu sais quoi, je dirais que c'est peu probable, mais pas, je suis pas prêt à te dire non catégorique. Ouais, moi, ça a quand même, tu vois, quand je l'avais entendu à l'interview d'Anaheim 1, à la presse, à la conférence de presse, enfin, même avant ça, là, quand il dit qu'il partira pas d'ici tant qu'il aura pas gagné un titre, ça me semblait un peu audacieux et j'aurais pas misé sur un titre de Prado sur la fin de carrière en Supercross en tout cas, peut-être en outdoor, mais pas en Supercross. Et c'est vrai que là, avec ce début de saison et la progression qu'il a montré, je me pose des questions et. Et franchement, je trouve que il a eu aussi une bonne progression en Europe déjà, à aller justement se battre au final contre Erling, qui était peut-être pas à son prime, mais qui était encore, quand même encore costaud. Geyser, voilà, qui étaient des gars quand même bien implantés et très rapides en GP. Il est allé les battre, donc et là de le voir progresser, tu vois, avec cette vitesse-là, je me dis qu'effectivement, s'il se fait pas mal cette année et qu'il peut reprendre une pareil en outdoor et qu'il peut reprendre une bonne préparation l'année prochaine avec de la confiance sur une moto qu'il connaît bien, avec laquelle il est à l'aise. Franchement, je me dis, il y a possibilité. Je te dis pas oui là tout de suite comme ça, mais je sais pas, avant on était peut-être à 2% de oui. Et là, Bon, avant, j'étais à 0. ouais, bah moi, non, on peut pas dire zéro, tu vois, faut ne jamais dire jamais. Après l'année dernière, je t'aurais dit 0. Avant l'année dernière, je t'aurais pas forcément dit 0. Mais encore maintenant, en fait, si tu me demandes est-ce qu'il va en gagner une, je te dis non. Mais je suis conscient que c'est tout à fait possible. Et je te dirais pas jamais j'y aurais cru. Je pense pas, mais c'est possible. Ouais, que moi, là, il a quand même gratté des pourcents. Peut-être un 15%, tu vois. Alors, on est peut-être à un 15 déjà. Donc, non, parce que je trouve Parce qu'il que progresse vite et qu'il a une technique, justement, qui est encore à améliorer, mais qui me semble bonne pour faire du supercross et gagner en vitesse, tu vois. Donc, ouais, il y a moyen. il y a un truc, parce que on parle aussi des. Tu disais, il a progressé, il est arrivé au niveau des Erlings et tout en GP. Bon, est-ce que Prado a élevé son niveau à celui d'Erlings ou est-ce que Erlings a descendu son niveau à celui de Prado parce que Erlings a quand même passé son temps à être blessé, même si Prado est excellent, hein, attention, là n'est pas la question, mais c'est vrai qu'à Erlings, au final, il revient toujours de blessure et après 4-5 courses, t'as l'impression qu'il est imbattable jusqu'à ce qu'il s'explose à nouveau. Euh, on va aussi avoir à un moment donné les Konen et De Wolf en SXUS. D'ailleurs, on était censé les avoir à Anaheim et tout. Au final, ils sont partis sans rien dire, là, les Konen. D-Wolf, tu crois? Des Wolves, non, je sais pas. Il Non, arrête moi, j'y pas de crois dire plus. que. Enfin, chaque année, il dit qu'il veut venir et puis il vient pas. Donc, j'en sais Et rien. maintenant qu'il est passé en 4,50, moi j'y crois plus. Alors que les Conan, tu vois que Lucas il est passé tôt en 450, que ça l'a pas dérangé, que ça n'a pas été un problème. Donc lui, je le vois aussi débuter en 450 sans problème, un peu à l'image de Prado, justement, le Supercross. Surtout que si Lucas Konen ne gagnait pas en MXGP cette année, il pourrait très bien reprendre en Supercross 250. C'est Mm. aussi une option. Mais il me semble que j'avais entendu dire que du coup, ils ont pas fait de course de test de préparation cet hiver, enfin là en début de saison aux US, et que l'année prochaine ils seront toujours en GP en 2027 et qu'ils viendraient aux US à temps plein pour 2028. Il me semble que j'ai entendu ça sur Vital MX en tout début du mois de janvier. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais touché sur le fait qu'ils étaient censés faire quelques courses. Je crois que Sacha s'était fait mal un petit peu à l'entraînement en Supercross. Et après, ils ont choisi finalement de ne pas faire de course, de juste voilà, ils ont roulé sur les terrains de Supercross, ils se sont entraînés, ils ont appris et ils reviendront l'année prochaine a priori. Ok. Bon, on passe un petit peu rapidement à la catégorie 250. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Ouais, non. Non, je me suis un peu ennuyé quand même. Ouais. Je dois l'avouer que j'étais là, j'ai regardé en direct et j'étais Ouais, mais en train de toi, me dire, j'aurais peut-être dû aller me coucher, quoi. t'es fou aussi de regarder ça en direct là.
Écoute, la veille, j'avais déjà veillé un peu tard. Je me suis dit, bah, hier, je me suis couché à 3 heures. Alors pourquoi pas me coucher à 4 en regardant, en regardant la course ce soir-là. Ça commence Donc à voilà. 1 heure, du coup, c'est ça, les Une courses? heure, 1h06. 1h06, ok. À chaque fois, je crois que c'est minuit parce que je reçois le mail du pass, Ouais, du vidéopass qui te donne les heures anglaises, en fait. Donc, il te dit que ça ok. commence à 6 heures les essais et à minuit les courses. Et à chaque fois, je me connecte à 6 heures pour les essais et je dois attendre 1 heure. Et j'apprends pas. Tu sais. Chaque samedi, je reviens. J'ai oublié le samedi d'avant. Ça va, Sexton? Le poisson rouge. Bon, sinon, Digan, encore un super départ. Une course tout à fait maîtrisée. Kitchen, une vitesse de folie. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait au départ encore, mais il est parti, mais loin derrière, laisse tomber. Il est revenu comme une balle jusqu'à la seconde place. Moi, c'est lui qui m'a. Quand il n'était pas à l'écran, je regardais sur la colonne à côté qu'est-ce que faisait Kitchen. Et quand il était à l'écran, ben voilà, au moins ça, là, j'étais à fond dedans. Bon, bah, de toute façon, le championnat, tant que Digan ne fait pas n'importe quoi, il est un petit peu plié, j'ai envie de dire. On peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, évidemment, mais enfin voilà, là, le seul qui pourrait détrôner Digan, c'est Digan, qui décide de manger la terre. Alors lui, il a quel âge? Il a 20 ans maintenant. S'il décide à 20 ans de se rouler par terre, bah, voilà, ça pourrait lui coûter. Mais sinon, enfin, il peut faire troisième de toutes les prochaines courses et il va quand même gagner le titre presque. Donc c'est pas un souci. Dommage pour Kitchen parce qu'on n'a pas encore eu ce duel du coup Digan Kitchen sur la piste. Il y a quand même quelqu'un qui a demandé à Digan s'il surveillait Kitchen qui est revenu à moins de 4 secondes je crois ou à 4 secondes à la fin. Et Digan il a dit ça pourrait pas moins m'intéresser. Ouais, mais et puis là, ce tir à l'arc qu'il nous a fait à la fin aussi. Il a fait un tir à l'arc, j'ai même pas vu. T'as pas vu? Non. Ah là, mais là, il a attendu Kitchen et enfin, il dit ça pouvait pas l'intéresser. Forcément que ça devait l'intéresser quand même à un moment donné, qu'il a eu l'information, qu'il l'a vu quelque part. Peut-être au grand écran quand, pas quand il fait son knack-knack à la fin. Mais du coup, il savait très bien qu'il le faisait, son tir à l'arc. Et Bonaknak d'ailleurs. il a pas pris de 1. Bonaknak d'ailleurs. J'ai pas Le compris. knack-knack de Digan, beau. Ah, bon knack-knack. Bon Ouais. knack ok. C'est vrai que ça fait 3 syllabes à la suite, ça fait pas vraiment des mots ou une phrase. Bonaknak. Mais s'il me parle en thaïlandais, qu'est-ce qu'il dit là? Non mais bref, tu le vois tirer comme ça. Le garçon, il reste les 4 secondes comme ça jusqu'à ce qu'il arrive et bam, il lâche comme ça, C'est vraiment ça genre. qu'il faisait du coup quand il était arrêté dans le virage? Oui. Ah, parce que moi je croyais qu'il attendait pour que quelqu'un le check et personne l'a Non parce qu'il y a calculé. Je me suis quelqu'un. dit, bah tu vois, traiter les gens comme de la merde, et ben il y a Non personne parce qui vient qu'il y a tirer la main. quelqu'un qui a essayé de le checker, un retardataire qui passe juste après, mais il était trop concentré, il était comme ça, il a dit gros, je bouge pas, me check pas. Là, je suis en mission, j'ai quelque chose à faire. Et du coup, l'autre, il est passé, il a essayé de le checker, il a pas réussi, un retardataire, je sais pas qui c'était. Et au moment où Kitchen il est bien face à lui, mais à 1 mètre, bam, il lâche comme ça, tu vois. Et même quand il passe après, il continue de le regarder comme ça. Je me suis dit, ah ouais, là, genre. Mais j'ai presque envie de porter plainte pour harcèlement, là, par contre. De Là, ouf. c'est trop gros. Doucement. Genre, si tu t'acharnes, et puis en plus, le pauvre Kitchen avec ses cheveux longs et tout, là, tu le vois sur le podium, Ses comme coups d'en ça. bas tout le temps, là, un peu courbés. Mais ouais, t'as envie de lui dire, c'est bon, arrête un peu, quoi. T'as gagné, c'est bien, laisse-le tranquille, lui, il fait ce qu'il peut derrière, tu vois. Genre. Kitchen sur la moto, il est un peu comme mon chien, il a toujours l'air triste. Ah, c'est vrai qu'il a un style de pilotage pas très beau, mais il se rattrape vachement dans le langage corporel, pour le coup. Mm. Parce que, effectivement, cette recherche de vitesse, ça lui donne du style. Alors Mm. que. À la base, il est arrondi les coups d'en bas, c'est pas très joli. Ouais. Tu vois, Il a un peu c'est la à posture l'inverse. Plessinger, mais après, une fois qu'il bouge, c'est quand même plus beau, quoi. C'est ça. Mais la posture Plessinger, alors qu'il fait pas 8 mètres comme Plessinger non plus, tu vois. Donc, Mm. genre, c'est pas pour toi à la base. Et contrairement, enfin, vraiment, l'inverse de Prado qui est très droit, tendu, poitrine fière, tu vois. Lui, non, l'inverse, recroquevillé, arrondi. Et c'est pour ça, et en plus, il se prend des tirs à l'arc, des gunshots dans la tronche et tout. Tu te dis le pauvre, quoi. Mais ouais, à part ça, en tout cas, grosse remontée quand même. Et t'as encore envie de te dire, dommage qu'il soit pas parti avec Digan. Mais à la fois, j'ai l'impression que en partant avec Digan, il nous aura peut-être pas fait ce roulage-là non plus. Je sais pas. Mm. Si ça se trouve, ce harcèlement que fait Digan, il parvient quand même à rentrer dans la tête des gars. Parce que, voilà. Alors après, on n'a pas eu assez de courses où ils sont partis roue dans roue tous les deux. Mais en tout cas, la seule, la Triple Crown où Kitchen était avec lui, justement.
bah, il a été devant, il s'est fait doubler. Il était derrière, il n'a pas tenu. Donc là, j'ai l'impression qu'il est quand même dans sa tête et qu'au final, il n'arrive pas à dérouler son pilotage quand il est avec Digan. Parce qu'il roule comme ça en partant dans sa roue. Je le vois gagner. En tout cas, je le vois vraiment se battre là Bah et oui. je nous vois avoir une très belle finale entre les deux. Et si Digan l'emporte face à un Kitchen qui roule comme ça avec lui, là, je te dis pas non, lui fais pas le tir à l'arc et tout. Tu vois, genre, tu t'es battu et là, tu l'as vraiment gagné, on va dire. Parce qu'il l'a vraiment gagné aussi. Mais le fait que Kitchen, enfin, tu vois, il lui fait un tir à l'arc quand Kitchen est parti à moitié dernier. Bon, c'est bien, mais c'est vrai, quand tu regardes la perf de Kitchen, tu te dis est-ce que tu es au courant, tu vois, Ouais. de comment il a roulé derrière parce que tu l'as pas assassiné là non plus, tu vois, par contre. Mais Non. et pourtant, ouais, Kitchen, ce que je disais aussi qui rentre un peu dans sa tête, enfin, pourquoi j'ai envie de porter plainte pour harcèlement, c'est que Kitchen dans ses interviews, il est toujours en train de presque le féliciter en fait, Digan, tu vois. Il lui trouve même des excuses. Il dit ouais, quand là t'es revenu et tout à 4 secondes quand même, machin. Et puis lui il dit ouais, mais après Digan il était devant et il gérait sa course. J'étais dans cette position avant ça. Quand tu vois plus personne vouloir gagner avec 20 secondes d'avance, donc quand tu es premier avec de l'avance, bah, tu gères cette avance et c'est toujours différent. Peut-être que si j'avais été juste derrière, il n'aurait pas roulé de cette façon-là, tu vois. Enfin, il lui trouvait des excuses. Alors après, j'attendais pas de Kitchen qui dise ouais, clairement, je serais parti dans sa roue, je l'aurais dégommé. J'attendais pas à ce qu'il dise ça. Mais je le trouve vachement soft dans ses interviews et presque à le féliciter à chaque fois pendant qu'il se prend des gunshots et des tirs à l'arc dans la tronche. Donc ouais, ça m'a presque fait un peu de peine pour le Kitchen. Là. Ouais, mais ça te montre peut-être que justement, au final, Digan ne rentre pas du tout dans sa tête parce que bah, il garde la tête froide et sur les épaules. Kitchen, il est conscient de ce qui se passe. Et puis, tu vois, il va pas rentrer à essayer comme de Baumer l'année dernière, de lui répondre et de. Non, pas là-dessus, mais c'est juste que tu vois, la Triple Crown, je l'ai pas vu se battre en fait contre lui. Je l'ai vu laisser une porte grande ouverte pour qu'il aille se positionner dans son intérieur et le laisser prendre la place et dire vas-y mon grand. Tu vois, je l'ai pas. Enfin, dans cette course-là, après tu l'as vu, on le voit un peu se batailler quand sur le saut d'arrivée, il a plongé dans l'intérieur et essayé de le bloc passer. Là, c'était la semaine dernière. Euh, mais sinon, tu le vois pas se battre quand il est avec lui. Enfin, la seule fois en tout cas qu'on l'a vu avec lui, je l'ai pas vu se battre et dérouler comme il l'a fait là, ou comme il a déjà pu le faire aussi sur les premières épreuves, quand il est parti loin, qu'il est tombé au premier virage. Tu voyais un Kitchen qui avait faim en recherche de vitesse, etc. À la Triple Crown, quand il était premier, tu ne vois pas rechercher autant de vitesse et tu l'as vu se faire déposer sans trop rien dire. Quoi. Je t'ouvre la porte, vas-y, merci et à bientôt. Le 4 avril, c'est la 12e épreuve, c'est à Saint-Louis et c'est un showdown de 150. On va peut-être avoir le rematch Kitchen Digan justement à ce moment-là, parce que c'est à Saint-Louis même que ça s'est produit, le take-out de Kitchen sur Digan pendant les playoffs du SMX. Donc à voir. Hein. On va garder un œil là-dessus. Bon, d'abord, il y a Seattle quand même ce week-end. Euh, bon, Seattle au mois de février, on risque d'avoir de la pluie. Hein. Tu veux dire autre chose sur la catégorie 250? Je crois pas qu'on ait parlé, nous, de Bourdon la semaine dernière et de sa blessure, parce que c'est arrivé pendant ou après qu'on discute, non? Ouais, il me semble qu'on n'en a pas parlé. Ouais, donc bon, bah évidemment, dégoûté pour Anthony Bourdon, notre représentant français dans la catégorie 250, qui s'est cassé les deux poignets, je crois, et encore sur une casse mécanique à l'entraînement. A priori, l'année dernière aussi, c'était sur une casse mécanique. Il s'est retrouvé par terre et il me semble qu'il avait eu fracture du bassin et plus peut-être luxation de la hanche ou quelque chose comme ça, je sais plus. Je vais pas inventer des blessures, mais il avait eu un gros bilan quand même santé l'année dernière. Bon, encore une fois, cette année, je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre, mais la saison de SX est finie pour lui. C'est dommage. C'est dommage parce que, bon, arrivé à l'arrache dans un team pas terrible, et puis il n'était pas à l'aise. Et ensuite, ce qui fout vraiment les boules, c'est ça, c'est de venir parce qu'il veut quand même essayer de poursuivre le rêve américain, rouler aux US. On l'a vu au Supercross de Paris, quand il est dans de bonnes conditions, il a le potentiel quand même pour bien rouler. Et, euh, et au final, bon, bah, tu fais avec les opportunités que tu as, et tu es dans un team pas terrible et une moto qui casse à l'entraînement et qui te blesse. C'est vraiment rageant, mais après, bon, c'est aussi un sport mécanique et c'est un sport dangereux et un sport mécanique et c'est des choses qui arrivent. Mais ouais, dégoûté pour Anthony. Ouais, là, de ce que disait Hugo sur le podcast avec DV, c'est le mécanicien qui aurait mal rebranché quelque chose, là, une connectique ou un truc comme ça, qui a fait que la moto a coupé. Donc, c'est sûr, problème mécanique ou un mécanicien qui rebranche mal quelque chose, ça fout les boules
Et c'est vrai que quand il repense, il était censé faire la saison là-bas et donc là, à l'heure actuelle, être encore aux États-Unis. Au final, il est rentré en France pour se faire opérer. C'est écourté, enfin, je veux dire, même tes plans, du jour au lendemain, enfin, tu as prévu de rester ici plusieurs mois et du jour au lendemain, blessure, tu rentres et là, il est en France. Donc, puis sur casse mécanique, c'est chaud parce que je trouve que déjà avec l'âge, tu es plus prudent et tu te rends compte un peu justement autour de toi des différentes blessures qu'il y a pu avoir et donc ça te refroidit quand même un petit peu. Je pense que tu es quand même plus prudent et enfin, le corps humain de toute façon réagit comme ça, le cerveau réagit comme ça, tu es plus prudent en vieillissant. Mais alors en plus, quand ça t'arrive à toi et pour des erreurs qui ne sont pas de ta faute, c'est chaud. Enfin, pour remonter sur la moto et retourner encore une fois, essayer de progresser, aller plus vite, etc., c'est compliqué. Ouais. Heureusement que les pilotes de MX ont la mémoire courte. À force de tomber dessus, ils se souviennent plus à la fin. Bon, autre chose sur la catégorie 250 pour Glendale ou on a tout dit? Déception de Max Hensey quand même, hein. Il est plus là. Ouais, Max Hensey, c'est bon, ce serait bien qu'il regagne une course avant la fin, mais c'est clair que là, au championnat, je sais même pas où il est, hein, Max. Je sais pas. 250 Ouest, je l'ai juste là. Il est 4e avec 30 points de retard. Ouais. Non, petite mention quand même pour Macadou qui progresse sur le plan de l'endurance quand même parce que bon, il était cramé, mais il a voulu aller chercher son podium et aller chercher Mosiman en fin de manche et il l'a fait. Il s'est mis dans la route kitchen un petit peu, il s'est accroché à son teammate et il est allé le chercher. Donc, de toute façon, Macadou, il a jamais manqué d'engagement et de cœur. Donc, encore une fois, avec juste la motivation, il allait chercher son podium, quoi. Ouais, non, c'est cool parce que il est parti aussi doubler. Enfin là, il a fini devant Di Francesco, qu'au début de saison, c'était un peu plus compliqué. Ils avaient à peu près le même niveau et Di Francesco peut-être même un peu mieux. Donc, ouais, non, c'est pas mal, ça progresse et ça revient en force. Par contre, s'il veut gagner un petit peu d'énergie, il faut toujours qu'il réduise un peu ses interviews sur les podiums. Je pense qu'il arrivera un peu moins fatigué la semaine suivante, mais ouais, non, c'est cool pour lui. Bon, sinon, évidemment, on n'a pas parlé de la piste. La piste à Glendale, elle était bien. Vu qu'on sautait par-dessus le premier virage, on n'avait pas de triple. Donc, tout le monde garde un œil ouvert sur la piste pour Seattle, voir si le triple est transformé en double ou si c'est un vrai triple. Et puis, on se tient au courant la semaine prochaine, en espérant aussi que Tomac remette les pendules à l'heure et rétablisse sa statistique de 50% de victoire sur la KTM. Clément, il est trop tard pour parler. Donc, Non, mais attends, juste, on n'a pas parlé du 4 de Tomac aussi aux essais quand même. magnifique, Il était costaud. splendide et merveilleux. C'est juste dommage, après il s'est fait une frayeur dessus, donc je crois que c'est pour ça qu'il l'a pas refait. Mais tu penses qu'il s'est fait peur ou qu'il s'est rendu compte que ça gagnait pas tant que ça parce que il s'est mis court, il est sorti, mais les gars ils faisaient 2-2 pour essayer de gagner du temps parce qu'ils se rendaient compte que ça allait un peu plus vite que de faire 3-2, je crois. Ça ce qu'il faisait, il faisait 2-2 simple. Donc c'est sûr que le 4, là, il sautait d'une petite bosse en plus, il gagnait. Et puis la vitesse aussi avec laquelle il est arrivé, il sautait presque toute la ligne de départ aussi, il atterrissait presque dans le sable, hein, enfin, le virage un peu sablonneux. Donc si, je pense que ça gagnait, mais je pense qu'effectivement, le risque à prendre, il a dû se faire un peu peur quand même, parce qu'encore une fois, heureusement qu'il n'y avait rien à côté, qu'il y avait de l'espace pour pouvoir aller tout droit. Et ça, en course avec quelqu'un à côté, ou même s'il n'est pas à côté et qu'il est tout seul, c'est quand même. Ouais, enfin, il l'a fait, je sais pas combien de fois il l'a fait, du coup, il a peut-être fait que 2 fois. Une fois, il est bien passé et l'autre fois, il a été court. Je sais pas s'il l'a fait Il l'a d'autres bien fois. passé 2 fois et la troisième, il s'est mis court aux essais. Ouais. Après, on l'a pas vu sur cette partie-là de la piste en hit, donc je sais pas si quand il était tout seul devant, il l'a refait ou pas. Mais bon, j'imagine qu'on nous l'aurait montré. Ouais, je crois pas. Mais parce qu'il s'est mis court, puis il est sorti de la piste, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait de quoi se faire peur non plus. Tu vois, il a atterri gainé. Oui, mais ça fait toujours peur quand tu te prends un cours sur un 4 en plus. Tu dis hop là, et après au final, ça s'est bien passé. C'était basse et ronde, donc peut-être qu'il s'est fait peur. Moi, je sais pas, je me rends pas compte. Ouais, moi je pense que c'est quand même pas un truc où je m'amuserais à me mettre court justement. Moi, je me suis dit, c'est Tomac, c'est la bosse qui a eu peur, tu vois. Ah bah peut-être aussi, mais ça n'empêche qu'il devait pas être fier dans son casque quand il est parti sur le 4 et qu'il a vu qu'il était court. Et puis je te dis, le fait que ce soit très ouvert derrière, c'était tant mieux pour lui. Ça lui a évité justement une catastrophe de se prendre un mur ou des mécanos ou quelque chose. Mais ça n'empêche que dans l'idée, se mettre court et finir en dehors de la piste, c'est chaud. Donc ça valait peut-être pas le coup de prendre le risque. Après, ils ont peut-être dû en reparler justement en se disant, bah tu gagnes peut-être même pas un dixième, tu vois. Donc ça vaut pas le coup de le risquer quand tu as 66% de réussite dessus, quoi. Mais peut-être que le fait qu'il l'ait fait et qu'il ait pas battu Prado au chrono, il s'est dit bon bah ça vaut pas le coup.
ça se trouve. Mais ça et Peut-être que je sur me le cours aussi, à son deuxième tendon d'Achille, tu lui as dit, tu sais que moi je me suis toujours pas cassé. Hein. Ouais, ça se trouve. Non, bah, c'est tout. Voilà. Bon bah voilà, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo si ça vous a plu, un petit commentaire pour nous dire quel était votre moment préféré de la course de Glendale et si vous allez, on va faire le jeu des pronostics. Qui vous voyez gagner ce week-end à Seattle? Toi Clément, tu vois qui? Seattle, il y a des ornières souvent, non? Ouais, et parfois de la gadoue. Ouais, mais là, apparemment, il fait beau. Ah ouais, Ça a ok. changé. Ça a changé. Ok. Vas-y, Cooper Webb. Au début, j'ai cru que tu disais ça, que tu savais, mais... Oui, c'est. Ah si, Parce que t'as c'est vraiment vu quelque part que la météo est bonne normalement pour la semaine? c'est DV qui en parlait dans son podcast. Il disait la même chose, du Ok. coup, comme toi, que Seattle, ça pleuvait quasiment tout le temps, mais que là, ça avait tourné un peu et qu'apparemment, ils annonçaient du beau temps, donc il fallait croiser les doigts, etc. Donc j'ai croisé les Ok. doigts avec eux et du coup, ça devrait le faire. Nickel. Oui, parce que Vas-y, Cooper Webb premier. Oh, il va nous faire tout le podium. Alors, regardez-le, il y va. Il va faire le Ouais. triple. Et Thomas qui Il rebondit. il se réveille quand même. Et j'ai envie de mettre Sexton troisième, mais à la fois j'ai envie de mettre Hunter aussi. Alors je reste fidèle à mon Sexton. Allez, je suis partagé avec ce que j'ai envie de voir et ce que j'aime, ce que je m'attends à voir. Donc Cooper, Tomac et Sexton. Donc vous avez compris, le pronostic Cooper en Webb. 450, c'est le podium. Et moi, je vais vous dire Thomas que pour la première place, pour la victoire, il rétablit la statistique. Cooper Webb second et Hunter Lawrence troisième. Ça va. Merci encore une fois et à la semaine prochaine. Peace.